Bonjour à tous, je suis le docteur Samuel Salama, je suis médecin, gynécologue obstétricien, médecin de la reproduction andrologue et sexologue. Et au cours de mes études de sexologie, j'ai dû faire un mémoire sur les femmes fontaines. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans une autre présentation. Et en faisant ce mémoire, bien sûr, je me suis intéressé au plaisir féminin et j'ai fait des recherches scientifiques sur le sujet et j'ai appris plein de choses. Et c'est une partie de ces choses que je vais vous retransmettre au cours de cette présentation. Tout d'abord, commençons par un constat de la société de nos jours. Cette société, elle a changé. En 1950, la femme, elle était au foyer et elle avait l'image d'une femme bien, c'est-à-dire une femme qui avait un maximum d'enfants et un minimum d'orgasmes. Les choses ont changé, la société s'est émancipée et aujourd'hui, en 2020, on a des femmes qui consomment des hommes, qui consomment du sexe et qui veulent avoir du plaisir et qui revendiquent leur orgasme. Alors l'orgasme, oui, mais pas pour toutes. Si on interroge les femmes au cours de leur dernier rapport sexuel, seulement 63% confessent avoir eu un orgasme, alors qu'on est à plus de 86% des hommes. Je vous reparlerai ultérieurement de cette différence homme-femme, c'est important. Dans l'étude ACSF sur le comportement sexuel des Français en 2006, on a près de 35% des femmes qui ont souvent ou parfois des difficultés à obtenir un orgasme. Et dans l'étude IFOP 2015, c'est confirmé puisque près de 50% des femmes disent avoir régulièrement du mal à avoir un orgasme. Mais les femmes ont une certaine tolérance, puisque seulement 28% d'entre elles, c'est ce qui est rapporté dans l'étude IFOP sur la sexualité des Françaises en 2019, seulement 28% d'entre elles disent qu'un rapport sexuel sans orgasme est un rapport sexuel raté. Mais bon, celles qui ont quand même l'expérience de l'orgasme et de l'orgasme facile disent que quand même ça gâche rien. Alors, dans l'étude de 2009 sur la sexualité des Françaises, l'étude TNF-Sofres, on a 71% des femmes au global qui disent que la sexualité, c'est quelque chose d'important pour elles. Alors, si vous regardez la courbe, vous voyez qu'elle diminue avec l'âge. En fait, c'est une question de construction, je pense. Les femmes qui aujourd'hui ont 60 ou 70 ans et plus, elles se sont construites sur un schéma où la sexualité, c'est pas si important que ça. Et puis, il se peut que la jeunesse d'aujourd'hui, quand elle aura 70 ans, on soit un petit peu plus de personnes qui considèrent que c'est quelque chose d'important. Même raisonnement sur la satisfaction de la vie sexuelle, puisque seulement 60% des femmes au global sont satisfaites de leur vie sexuelle, et on voit que cette satisfaction diminue avec l'âge. Aujourd'hui, clairement, les sexologues, on s'accorde à dire que la sexualité masculine, c'est peut-être pas aussi simple que ça. C'est pas juste un tuyau sur lequel il faut tirer. Et la sexualité féminine, elle est peut-être pas si mystérieuse que ça. Alors avant d'aller plus loin, juste quelques points d'histoire pour se repositionner sur le plaisir féminin. Il y a un siècle, Sigmund Freud, un médecin autrichien, disait que l'orgasme clitoridien, c'était l'orgasme de la petite fille névrosée de l'absence de pénis. C'était l'orgasme immature. C'était pas une bonne chose. Et que si on voulait être une femme vraie, il fallait avoir des orgasmes vaginaux donnés par le pénis de son partenaire. Et là, on était une vraie femme épanouie. Bon, même si Freud, à la fin de sa vie, après sa carrière, a dit que, après avoir étudié la psychologie féminine, il n'avait toujours pas trouvé la réponse à la grande question, mais que veulent-elles au juste? Et que pour lui, les femmes, c'était le continent noir, cette infantilisation du plaisir clitoridien a été délétère pour de très nombreuses femmes dans le siècle qui a suivi. Puisque de nombreuses femmes ont dit oui, mais moi je veux être mature, et elles essayaient par le vagin. Et en fait, c'est pas si facile que ça pour les femmes de jouir par la voie vaginale exclusive. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. En 1953, un Américain, Gregory Pincus, a créé la pilule contraceptive. C'était une vraie révolution. Elle a été autorisée en France en 1967 grâce au député Lucien de Wirth qui a réussi à faire passer la loi qui abroge la loi de 1920 qui interdit la contraception et l'IVG après des débats très houleux et très violents à l'Assemblée. Et puis en 1975, Simone Veil a fait passer la dépénalisation de l'IVG. Tout ça, bien sûr, contribué à l'émancipation des femmes, a boosté les mouvements féministes qui revendiquent encore aujourd'hui malheureusement, l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais ça a aussi permis de dichotomiser une sexualité en deux parties. Tout d'abord, une sexualité
reproductive, qui vise à faire des bébés, qui est naturelle, qui est innée, qui est simple dans le but d'avoir un spermatozoïde éjaculé dans le vagin qui va rencontrer un ovule pour faire un embryon qui va s'implanter dans l'utérus. Voilà. Et à côté de ça, une sexualité récréative. Une sexualité récréative qui obéit à des règles sociétales, à des codes, et qui est soumise à une pression. Et là, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout inné. On n'est pas sur quelque chose qui est évident. On est sur quelque chose qui doit s'apprendre. Et là, c'est là où on n'est pas dans quelque chose d'habituel pour les gens. Donc la sexualité, il y a 4 facteurs qui vont influencer dessus. Il y a tout d'abord la morale, la religion, et puis l'éducation qu'on a pu recevoir. Il y a la médecine, la santé, qui vous dit ce qui est bien pour vous et ce qui est dangereux pour vous. Avoir des rapports sexuels sans préservatif avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est dangereux, on peut attraper des infections. Il y a la loi, qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Dans certains pays, la sodomie n'est pas autorisée. Les rapports sexuels homosexuels sont interdits par la loi. Et puis, il y a les médias et l'art, qui vont influencer, qui vont faire changer les choses dans la société. Je vous prends l'exemple des magazines féminins. Aujourd'hui, clairement, si vous n'avez pas un sex friend, 5 sextoys, que vous n'êtes pas multi-orgasmique, femme fontaine et que vous n'allez pas dans les clubs libertins, vous êtes passé à côté de votre vie sexuelle. Non, je plaisante. Mais il y a une pression, il y a une pression qui est mise en avant par rapport à ça et c'est pas évident de la gérer. Alors, revenons aux bases de cette présentation et je vais vous parler de l'anatomie et de la physiologie du plaisir féminin. Les pionniers qui ont révolutionné tout ça, c'est Master et Johnson. William Master, Virginia Johnson, dans les années 60, ils se sont rencontrés, lui médecin, gynécologue, obstétricien, elle secrétaire puis psychologue, et ils se sont mis à étudier qu'est-ce qui se passe au cours d'un rapport sexuel. Jusqu'en 1960, ça n'avait jamais été étudié. Alors ils ont décrit 4 phases dans la réponse sexuelle. Tout d'abord le profil masculin qu'ils ont décrit. Une première phase d'excitation, d'intensité croissante, ça va être la phase ascendante, puis une phase de stabilisation en plateau, où on a une tension sexuelle, une tension musculaire, puis un acmé avec la décharge orgasmique, qui se traduit chez l'homme par l'éjaculation, puis une période réfractaire avec une baisse de l'excitation, un sentiment de bien-être, un relâchement. Du côté féminin, quelques années plus tard, ils ont dit « ouais, mais il y a des variantes ». Il n'y a pas forcément d'orgasme, il y a un plateau, il peut y avoir un orgasme, une période réfractaire, il peut y avoir plusieurs orgasmes qui s'enchaînent, il peut ne pas y avoir de période réfractaire. Bref, le profil féminin est déjà un petit peu plus riche et un petit peu plus varié que chez l'homme. Alors qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme ? La phase 1, la phase d'excitation, la phase de montée en puissance, on va avoir une augmentation de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque, de la fréquence respiratoire, on peut avoir des bouffées de chaleur, on a une augmentation de la vascularisation de la peau et des organes génitaux, on va avoir une augmentation de la tension musculaire, une érection des mamelons et du clitoris, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes, les mamelons c'est musculaire, le clitoris c'est vasculaire, on va avoir une ouverture de la lèvre et de la vulve, et on va avoir une lubrification du vagin. À la phase 2, en plateau, on a une hypersensibilité et une rétraction du clitoris, une montée du clitoris, et au niveau vaginal, une ballonisation des cul-de-sac vaginaux, et la tension musculaire est à son comble. En cas de pic orgasmique, on a une montée de la tension artérielle, de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque, et on a des bouffées de chaleur, et je vous en reparlerai tout à l'heure, au niveau du vagin, on a des contractions rythmiques au niveau du vagin, de l'utérus et de l'anus. Et puis, en post-orgasme, on peut avoir une redescente avec une détente musculaire, un retour aux fonctions de base, le cœur se calme, on respire plus calmement, des sentiments divers qui peuvent être généralement du bien-être, de la fatigue, de l'abandon, et de la confiance dans le partenaire. Et puis, il peut y avoir, chez certaines femmes, une période d'hypersensibilité, ne me touche pas, ou une période réfractaire où on n'a pas d'intérêt pour le sexe. Alors, anatomiquement, qu'est-ce qu'il en est ? Le clitoris. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, le clitoris, on n'en connaissait pas grand-chose. En tout cas, on n'en parlait pas. C'est en 1998. 1998. On marchait déjà sur la Lune. La France venait de gagner sa première Coupe du Monde, que Helen O'Connell
une Australienne, a décrit pour la première fois l'anatomie du clitoris. C'était il y a 22 ans, c'était hier. Odile Buisson, une Française, en 2009, a décrit la mobilité du clitoris et qu'est-ce qui se passe pendant le rapport sexuel sur la stimulation de cet orgasme. Alors le clitoris, c'est pas juste un petit bouton qu'on va retrouver sur la face antérieure, en haut, à la jonction des petites lèvres. Non, c'est plus complexe que ça. C'est un organe complet et qui est dédié au plaisir féminin. Le clitoris, en fait, il est constitué d'un gland à l'extérieur qui va mesurer 5 à 8 mm, puis d'un coude, puis de deux corps. D'un côté, les bulbes caverneux et à l'intérieur, les bulbes spongieux. Voilà, je vous présente ici un clitoris en taille réelle pour que vous ayez un petit peu d'idée de ce que c'est. Le gland, le coude, les corps caverneux, les corps spongieux qui sont de chaque côté du vagin. Embryologiquement, le clitoris, c'est comme le pénis. Ça a la même origine et ça a la même organisation avec les corps caverneux et les bulbes spongieux. En 1917, au collège, les manuels de SVT qui ont vécu la refonte du programme, il n'y en avait qu'un seul qui représentait le clitoris dans sa globalité. En 2019, c'est un petit peu mieux, avec la nouvelle refonte des programmes du lycée. Il y a 5 manuels sur 7 qui parlent du clitoris. Donc, le lobbying, la pression dont on entend parler là en ce moment, ces dernières années, sur le clitoris, sa représentation, sur sa modélisation en 3D, sur certaines femmes qui le portent en pendentif autour du cou, autour des oreilles. Bref, vraiment une pression qui est autour de ça, ça commence à marcher, on commence à comprendre que c'est pas juste un petit point sur le sexe de la femme. Alors revenons au débat. Revenons au débat entre les vaginales et les clitoridiennes qu'a soulevé Freud. En fait, aujourd'hui, tout ça s'est dépassé et on sait que tout le plaisir, quasiment tout le plaisir sexuel de la femme passe par le clitoris. Et que ce clitoris, il peut être stimulé de 3 façons différentes. Tout d'abord, à l'extérieur, sur le gland, par voie directe avec le doigt, la langue, les sextoys, ou par les frottements du pubis. Au cours du rapport sexuel, les deux pubis se frottent et ça peut donner des sensations. Sensations intéressantes. 6 à 8 000 terminaisons nerveuses sur le gland du clitoris, qui est petit, alors qu'il y en a 4 000 sur le gland du pénis, qui est beaucoup plus grand. Donc c'est très électrique et ça marche bien. Les mouvements de la pénétration. Lors de la pénétration, lorsque le pénis rentre dans le vagin, il va tirer sur les petites lèvres et les petites lèvres en haut se finissent sur le frein du clitoris et se dédoublent pour faire le capuchon du clitoris. Et bien ces mouvements d'entrée et sortie vont frotter sur les petites lèvres, qui vont frotter le clitoris et encore une fois, c'est pas désagréable. Et puis il y a au travers le vagin, la distension latérale du vagin sur les côtés. Cette distension, cet étirement du vagin va permettre de stimuler les corps latéraux du clitoris et encore une fois, c'est très intéressant pour le plaisir féminin. Un exemple, lorsque madame prend la direction du rapport et qu'elle monte sur monsieur, elle va faire des mouvements plutôt de haut en bas ou d'avant en arrière. Classiquement, pour elle, pour son plaisir, elle va plutôt faire des mouvements d'avant en arrière. Ces mouvements d'avant en arrière vont lui permettre de frotter le gland du clitoris sur le pubis et vont permettre, fixés à l'intérieur sur le pénis en érection, d'étirer les corps caverneux, ce qui pour elle est beaucoup plus intéressant que ces mouvements d'entrée et sortie. Alors il y a une étude en 2017 qui s'est intéressée sur la différence des fréquences d'orgasme chez les hommes, les femmes, hétérosexuels ou homosexuels. Et ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est que 95% des hommes déclarent avoir systématiquement ou très régulièrement des orgasmes au cours des rapports sexuels. Alors que seulement 66% des femmes déclarent avoir systématiquement ou très régulièrement des orgasmes au cours des rapports sexuels. Près de 30% de différence. C'est pas rien. Mais si on va voir dans le groupe des femmes lesbiennes, 86% de ces femmes déclarent avoir systématiquement ou très régulièrement des orgasmes au cours des rapports sexuels. 20% de plus. Qu'est-ce qui fait la différence entre une femme qui a un rapport hétérosexuel et une femme qui a un rapport homosexuel? Alors, plusieurs hypothèses. Est-ce que les femmes ont une meilleure connaissance de l'anatomie de la femme? Oui, peut-être, non, pas forcément. Et puis ce qui plaît à une femme ne plaît pas forcément à l'autre. Et puis les hommes peuvent s'intéresser aussi à l'anatomie de la femme, donc on n'est pas sûr que ce soit la bonne réponse.
Est-ce que les femmes entre elles utilisent des sextoys? Oui, éventuellement, mais non, pas systématiquement. Et puis, rien n'empêche les couples hétérosexuels d'introduire des sextoys dans leur pratique. Donc, non, pas forcément. La vraie réponse, c'est qu'en fait, il y a une moindre pression de la pénétration. Quand une femme est avec une femme, elle s'occupe d'elle. Avec les doigts, avec la langue, avec des gadgets, peu importe, mais elle s'occupe d'elle pour l'amener au plaisir et à l'orgasme. Quand un homme est avec une femme, il est soumis au diktat de la pénétration, dans une sexualité phallocentrée. Donc il va faire ce qu'on appelle des préliminaires, avec pour but de pénétrer sa partenaire, puisque le but, c'est la pénétration. Or, seulement 30% des femmes arrivent à avoir des orgasmes avec la pénétration vaginale exclusive. Donc le pénis dans le vagin, c'est pas forcément l'outil le plus efficace pour donner des orgasmes. Les femmes aiment la pénétration, la plupart, mais c'est pas forcément le meilleur outil pour les faire jouir. La preuve, dans l'étude de 2019 sur la sexualité des Françaises, 50% des femmes voudraient que les préliminaires soient plus longs, qu'il y en ait plus, parce que c'est avec ces outils, le doigt, la langue, qu'elles vont pouvoir avoir du plaisir et jouir. Autre découverte, la prostate féminine. Parce que oui, les femmes ont une prostate. Ça a été décrit en 1880 par Alexander Skene, qui a piqué la paternité à un chirurgien français qui avait découvert ça quelques années auparavant. Mais Alphonse Guérin n'a malheureusement pas laissé son nom, et aujourd'hui on parle bien des glandes de Skene, qui sont des petites glandes paraurétrales et qui en fait ont la même composition que la prostate chez l'homme. C'est un Yougoslave, Milan Zaviasic, qui a fait des travaux d'immunohistochimie dans les années 1980-1990, qui a fait des dissections, qui a fait des marqueurs, et qui a montré qu'en fait, cette prostate féminine avait exactement la même organisation et la même production que la prostate chez l'homme. Sauf que chez l'homme, elle fait entre 20 et 40 grammes, et chez la femme, elle va faire entre 2 et 5 grammes. Il a décrit 6 types anatomiques différents, 6 organisations différentes, et cette prostate est plus ou moins fonctionnelle, comme on le voit ici avec les travaux de Rubio Casillas, qui montrent que cette prostate est capable d'éjaculer un petit liquide blanchâtre de moins d'1 millilitre et qui contient beaucoup de PSA, le prostatique spécifique antigène, qui est un marqueur spécifique de la prostate. Le terme de prostate féminine a été reconnu en 2001, donc encore une fois c'est tout récent, par la Fédération internationale de nomenclature anatomique, à l'équivalent de glande paraurétrale de prostate féminine. Le vagin. Le vagin, c'est un couloir qui va de l'extérieur, de la vulve, séparé chez la petite fille avec l'hymen, qui va se rompre lors du premier rapport sexuel, jusqu'au col de l'utérus, au fond du vagin. Ce vagin est entouré de muscles. Ces muscles, les muscles releveurs de l'anus, les muscles pubococcygiens, sacrococcygiens, ça va être important que ces muscles soient dans un état détendu pour permettre la pénétration. Si ces muscles ne sont pas détendus, si on a une hypertonie des releveurs, la pénétration peut être douloureuse. Donc il faut être capable de se détendre, de se relâcher, de relâcher son périnée pour accepter la pénétration. Et puis la lubrification vaginale. En fait, il n'y a pas de glandes. Il n'y a pas de glandes qui font la lubrification vaginale. Ce n'est pas les glandes de Bartholin ou autres. En fait, la lubrification vient... L'excitation sexuelle, je vous l'ai dit, se traduit par une hypervascularisation du petit bassin. Il y a plein de sang qui arrive dans le petit bassin. Et puis, ce sang, sous pression, va mettre une hyperpression au niveau des capillaires, des petits vaisseaux. Et il y a le plasma sanguin qui va passer au travers, puis qui va passer dans les cellules du vagin et qui va en fait lubrifier l'ensemble de la cavité. Donc il n'y a pas de réserve de lubrification, il y a une lubrification vaginale qui va être d'autant meilleure qu'il y a une bonne imprégnation hormonale et qu'il y a un système vasculaire des artères de bonne qualité et qui, avec le temps, va mettre un petit peu plus longtemps à se mettre en place quand on a une carence hormonale, par exemple après la ménopause, ou qu'on a des artères un petit peu abîmées. Voilà, comment vous parler du plaisir sexuel féminin sans évoquer le point G? C'est en 1950 qu'un médecin allemand, immigré à New York, publie un article sur le rôle de l'urètre dans le plaisir féminin. Ce médecin, c'est Ernst Grafenberg. C'était, pour rappel aussi, un des premiers à utiliser les stérilets. C'est 30 ans plus tard que Franca Diego
va publier une des premières études qui a été faite sur l'éjaculation féminine et les femmes fontaines, et il va parler d'une zone gâchette sur la paroi antérieure. En hommage à Ernst Grafenberg, qui avait parlé de cette zone voluptueuse et agréable, il va l'appeler la Grafenberg Spot, le point de Grafenberg, le point G. Alors après, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière ce point G? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce que c'est un mythe? Bon, aujourd'hui, de manière consensuelle, les sexologues de par le monde sont d'accord pour dire qu'il n'y a pas un organe caché derrière le point G, mais qu'il y a le confluent de plusieurs organes, et notamment le clitoris avec ses ramifications, ses corps latéraux, l'urètre, pour faire pipi, la prostate tout autour, et le vagin. Donc le point G, on le retrouve 2-3 cm sur la paroi antérieure du vagin, consistance un petit peu différente, et en fait c'est le confluent de plusieurs organes qui, quand on les stimule, sont particulièrement intéressants. Alors aujourd'hui, vous avez une littérature très riche sur le sujet, vous pouvez trouver plein de livres qui vont vous parler du point G. Sur Internet, sur YouTube, vous pouvez trouver plein de tutoriels qui vont vous apprendre sur comment stimuler le point G et qu'est-ce qu'il en est. Et puis, l'industrie du sextoy ne s'y est pas trompée, puisqu'on a quitté aujourd'hui les sextoys phalliques, imitation de pénis, pour avoir des choses beaucoup plus courbées, beaucoup plus intéressantes pour aller stimuler ce point G. Une étude de 2017 sur les Français et les sextoys, il y a quand même 38% des femmes qui aujourd'hui disent que pour elles, dans un rapport avec un partenaire, c'est plus facile pour elles d'avoir un orgasme quand elles utilisent un sextoy. Et 65% des femmes disent que les sextoys contribuent à leur bien-être, à leur épanouissement sexuel. Voilà, donc le sextoy aujourd'hui commence à rentrer dans la sexualité des couples. Et puis, comment parler de sexualité sans évoquer le cerveau? Le cerveau, c'est quand même le premier organe du sexe. Alors aujourd'hui, on a un cheminement assez linéaire sur l'orgasme venant du clitoris, stimulé de différentes manières. Donc je vous ai dit 6 à 8 000 terminaisons nerveuses, une stimulation sur le gland ou sur les corps latéraux. Et puis cette sensation va être véhiculée par le nerf honteux, qui va remonter dans la colonne vertébrale par la moelle épinière et qui va arriver au niveau du cerveau. Dans le cerveau, les premières sensations sont intégrées dans le thalamus et le système limbique, le système archaïque, le cerveau reptilien, et puis très rapidement ça va diffuser dans l'aire corticale avec les autorisations de jouir, de ne pas jouir, et donc avec le système de récompense et de plaisir. Pourquoi on retourne vers un rapport sexuel? C'est parce que c'est agréable et que c'est plaisant. Si ça ne l'est pas, on n'y retourne pas. Donc, voyez toute l'organisation du cerveau, l'intégration dans l'amygdale, dans l'insula, dans le noyau central du cerveau, puis la diffusion en périphérie. Et puis, il va y avoir quelque chose de très important, c'est le cortex orbitofrontal, que vous retrouvez ici. Ça va être une zone très 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 importante pour ce qui va être le lâcher-prise. Donc, en rose plein, vous avez l'activité augmentée, en gris, ce qui est diminué, et en rainuré, ce qui doit être une activité réduite pour permettre l'orgasme. Différentes hormones, différents transmetteurs vont être activés pour générer du plaisir. Il va y avoir de l'ocytocine, qui est l'hormone qui donne des contractions à l'utérus, qui est l'hormone qui permet l'allaitement, qui est l'hormone aussi de l'attachement, et c'est l'hormone de l'orgasme. La phényléthylamine, qui est le neurotransmetteur qui a un effet euphorisant, la dopamine, qui a un effet sur le système de dépendance et de motivation, qui va jouer sur ce que je viens de vous dire, le système de récompense, la sérotonine, qui va participer au bien-être et au bonheur, et puis les endomorphines, qui a un effet zen, on est bien, on est relâché. Donc vous voyez, tout ça, ça montre que le plaisir et l'orgasme, c'est aussi un des meilleurs antidépresseurs qui soit. Et puis, il y a un autre chemin. Barry Komisaruk, en 2011, a eu une surprise quand il a mis dans des IRM fonctionnels qui montraient le fonctionnement du cerveau. Et puis, en fait, certaines femmes lui disaient, des femmes paraplégiques, c'est des femmes qui ont eu des sections de la moelle épinière suite à des accidents de voiture, donc aucune sensation sous le niveau de lésion. On pince, on brûle, on tord, on déchire, aucune sensation, rien du tout. Et pourtant, ces femmes qui n'avaient aucune sensation, qui n'avaient
qui ne véhiculait aucune sensation par le clitoris, rapportait, docteur, j'ai des rapports sexuels et quand j'ai des rapports sexuels, j'ai des orgasmes. Et là, Barry Komisaruk les a mis dans une IRM et il a vu qu'il y avait un autre cheminement du plaisir. Et ce cheminement, il partait pas du clitoris, il passait pas par la moelle épinière, il passait par le col de l'utérus et il était véhiculé par le nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf, c'est une paire crânienne. Donc au lieu de passer par la moelle épinière, ça sort par le crâne, ça descend, et puis ça va véhiculer au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, c'est ce qui fait le malaise vagal, et ça va finir jusque sur l'utérus et jusque sur le col. Et puis ça fait des sensations un petit peu particulières quand c'est stimulé. Et donc dans l'IRM, on a vu sur des projections que ce soit le clitoris, que ce soit le vagin, que ce soit le col, c'était à peu près les mêmes zones qui s'allumaient, c'était le même point. Donc Barry Komisaruk l'a publié et a montré en IRM fonctionnel cette cartographie, ces localisations, ces mêmes points très 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 localisés, qu'on retrouve sur l'homoculus de Penfield. Donc en fait là vous avez sur le système du cerveau, sur le système sensoriel du cerveau, les projections des différents endroits. Donc vous voyez que la langue se projette dans cette zone, que le doigt, le pouce est très sensible et se protège dans cette zone, et puis le pied c'est par ici, et juste à côté, on retrouve l'ensemble clitoris, col, téton, vagin, et chez l'homme le pénis. Donc tout ça, c'est dans la même coin, c'est dans cette zone médiane du cerveau sensoriel. Alors qu'est-ce qui va se passer une fois que l'orgasme est déclenché? Donc les sensations sont arrivées, sont montées jusqu'au cerveau, et puis au niveau génital, on va avoir des contractions. On va avoir des contractions des muscles paravaginaux et des muscles autour de l'anus. Et cette contraction, elle va être rythmique, toutes les 0,8 secondes, et puis ça va s'espacer progressivement. Certaines femmes peuvent avoir des orgasmes multiples qui s'enchaînent, donc on est sur le plateau, puis il y a des pics orgasmiques plus ou moins espacés, et ça va s'enchaîner à la longue, ou elles peuvent enchaîner des orgasmes avec pas de période réfractaire. Intéressant, on a montré donc dans des IRM des femmes qui étaient capables de jouir pendant leur sommeil, sans stimulation, et qui étaient capables de jouir juste par la pensée. Elles sont là dans l'IRM allongées et elles disent maintenant. Et à ce moment-là, dans l'imagerie du cerveau, s'allument exactement les aires de l'orgasme. Mais pour pouvoir jouir, et ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en rainuré sur l'image cérébrale, c'est qu'il va falloir lâcher prise. Dans le cerveau, juste ici, on a le cortex orbitofrontal. Et dans ce cortex, il y a la zone de ce qu'on appelle le candiraton, ou le quant à soi. C'est une zone qui se met toujours à se juger par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que c'est? Et donc ça, c'est compliqué. Et pour pouvoir jouir, il va falloir déconnecter cette zone. Et c'est ça qu'on va appeler le lâcher-prise. Ce lâcher-prise est plus simple, vraisemblablement, pour les hommes, avec la construction cérébrale sous l'imprégnation de la testostérone. C'est plus compliqué pour les femmes, et il va falloir l'apprendre, parce que pour pouvoir jouir, impossible si on ne lâche pas prise. Donc qu'est-ce qui va être les freins pour le lâcher-prise? Ça va être l'état d'esprit du moment, l'éducation, la religion qu'on a pu avoir, l'image de soi, la méconnaissance de soi, et surtout, et en particulier, la qualité de la relation qu'on peut avoir avec le partenaire. Donc, comment vous parler de sexualité féminine sans évoquer quelque peu la psychologie? Quand un homme s'engage dans un rapport sexuel, il a un souci de performance. Son angoisse, c'est de la performance. Est-ce que je vais réussir à avoir une érection? Est-ce que je vais réussir à maintenir une érection? Est-ce que je vais réussir à faire jouir ma partenaire? Est-ce que je vais réussir à jouir moi-même? Quand la femme s'engage dans un rapport sexuel, elle a une performance à fournir, je vous en ai parlé, c'est la lubrification. Il faut que le vagin soit lubrifié. Mais si elle ne lubrifie pas, c'est pas grave, on s'en soucie pas ou peu, c'est parce que y a la préservative, parce qu'elle est stressée, parce qu'elle est fatiguée, c'est pas grave, on met de la salive, on met du lubrifiant, c'est pas un souci. La femme, quand elle rentre dans un rapport sexuel, son souci, c'est l'esthétique. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je vais lui plaire? Est-ce que je vais l'exciter? Est-ce que je réponds à ce qu'on attend de moi dans un rapport sexuel? Et l'homme est très exigeant avec lui-même, la femme est très exigeante envers elle-même. Le désir sexuel, chez la femme, on peut remplacer l'idée de fonction sexuelle par désir sexuel et libido, et il y a plein de facteurs qui vont venir influencer
dessus, de manière positive, de manière négative. L'âge, l'état de santé, la maladie, les conditions psychologiques, le stress, l'éducation, la famille, la qualité de la relation avec le partenaire, les croyances qu'on peut avoir, les premières expériences sexuelles qu'on a pu avoir et comment on s'est construit, les médicaments, les toxiques, l'état hormonal, tout ça, ça va jouer de manière positive ou négative sur le désir sexuel. Mais alors qu'on a décrit chez l'homme, Astor et Johnson, une certaine linéarité, désir sexuel, qui va se traduire par une excitation psychique et physique, l'érection, puis le plaisir et l'orgasme. Quelques années plus tard, il y a Basson, une sexologue des années 70, qui est venue et qui a dit « Ouais, mais non, chez la femme, il n'y a pas cette linéarité désir, excitation, plaisir. Il y a quelque chose de plus complexe, de plus circulaire. » En effet, la femme, elle n'est pas du tout dans un état d'esprit. Elle n'est pas du tout, elle n'a pas envie d'avoir un rapport sexuel là maintenant. Ok. Mais elle s'entend bien avec son partenaire, elle est bien avec lui. Et lui, il a envie, donc il va vers sa partenaire. Il s'approche d'elle, il lui fait des bisous, des caresses. Elle est plutôt bien, elle le connaît, hein, elle sait où est-ce qu'il veut en venir. Et ben, elle le laisse, elle se laisse aller, elle le laisse la stimuler. Ses caresses vont être un petit peu plus précises, un petit peu plus insistantes. Il va stimuler des zones qu'elle apprécie, et puis ben, va naître de l'excitation, va naître du plaisir. Et de cette excitation, de ce plaisir, va naître du désir, qui va amplifier l'excitation, qui va amplifier le plaisir, qui va amplifier le désir. Et donc on n'était pas sur quelque chose de linéaire, puisque le désir n'a pas précédé le plaisir, n'a pas précédé l'excitation, c'est même ça qui a entraîné et fait naître le désir. Donc on est sur quelque chose, une circulaire, c'est ce qu'on appelle la circulaire de Basson. Donc, que retenir de cette petite présentation, de ces avancées sur le plaisir sexuel féminin? C'est que pour que ça marche pour une femme, il va falloir qu'elle ait confiance. Qu'elle ait confiance en elle, en son corps, en ses connaissances d'elle-même et en son partenaire. Il va falloir qu'elle soit libérée de 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne et qu'elle sache lâcher prise, qu'elle sache se laisser aller pour son bien-être. Et puis, qu'elle ait une certaine expérience d'elle-même, qu'elle se connaisse, qu'elle ne demande pas à l'homme de lui fournir un plaisir qu'elle ne connaît pas elle-même, et puis qu'elle ait appris à se connaître, qu'elle ait expérimenté des choses seule et avec différents partenaires. Du côté masculin, il va falloir de l'altruisme. Il va falloir aussi et surtout d'abord penser à sa partenaire, l'écouter et savoir s'adapter. Il va falloir avoir un minimum de connaissances, savoir un petit peu où se trouve le clitoris, savoir comment le stimuler, savoir quel mouvement aime sa partenaire, et donc avoir de l'expérience, avoir pris le temps de discuter avec ses partenaires auparavant pour savoir un petit peu quoi faire, quoi proposer, et puis surtout écouter les relations et les réactions de sa partenaire pour pouvoir s'adapter. Donc il y a quand même quelques fausses idées qui perturbent le plaisir sexuel et le plaisir sexuel chez la femme. Allez, je vous en cite quelques-uns. La recherche de l'orgasme simultané. Ça peut arriver sur un malentendu. Il n'y a rien de pire que de chercher à s'attendre. D'accord ? C'est le meilleur moyen de se rater. Donc, la femme, elle peut être multi-orgasmique, et bien qu'elle en profite, qu'elle prenne tous ses orgasmes. Mais qu'elle n'attende pas monsieur, parce qu'au moment où monsieur va venir, elle va se rater. Okay. La femme, une fois qu'elle a eu son orgasme, elle peut continuer. Monsieur, une fois qu'il a eu un orgasme, qu'il a éjaculé, généralement, après, ça s'arrête. Encore une fois, rien n'est dit que le rapport sexuel s'arrêtait à ce moment-là, mais classiquement, c'est quand même ce qui arrive le plus souvent. Les mouvements du plaisir. Il faut savoir que ce qui plaît le plus aux hommes, les positions qui plaisent le plus aux femmes, les mouvements qui plaisent le plus aux hommes ne sont pas forcément celles qui conviennent aux femmes. Donc encore une fois, savoir s'adapter l'un par rapport à l'autre et se consacrer l'un à l'autre. Et puis, dernière chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, les outils de l'orgasme. Pour donner du plaisir, oui, il y a le pénis, mais il y a aussi les doigts, la langue, les sextoys et plein d'autres choses, d'accord ? Il faut quitter cette sexualité phallocentrée basée sur la pénétration, et je déteste ce mot de préliminaire. Pourquoi ? Parce que dans le mot préliminaire, ça donne une hiérarchie. La fellation, le cunnilingus, le fait d'explorer le vagin avec les doigts, dans préliminaire, ça veut dire que ça prépare. Que ça prépare à quoi ? À la sacro-sainte pénétration. Et donc, il va falloir aujourd'hui qu'on arrive à mettre toutes ces pratiques à un même niveau. Ce sont des pratiques sexuelles et il n'y en a pas une qui domine par rapport à l'autre. Donc, quitter cette sexualité phallocentrée, basée sur la pénétration,
Les femmes aiment la pénétration, mais ce n'est pas le meilleur outil pour leur donner du plaisir. Donc savoir varier, si l'objectif c'est de donner du plaisir à sa partenaire, savoir utiliser d'autres outils qui sont rudement plus efficaces. Voilà. Pour conclure, mesdames, prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de vous explorer, osez lâcher prise, libérez-vous de 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne. Messieurs, prenez le temps de vous consacrer à vos partenaires, donnez-leur du plaisir, écoutez-les, faites ce qu'il y a à faire pour que ça marche pour elles, et soyez sûrs qu'elles sauront vous le rendre. Je vous remercie de votre attention et profitez bien.